J'invite Ronald Virag, Hélène Sussman, Bernard Lebel à nous parler d'un nouveau traitement de la maladie de la Peyronie par injection de plasma enrichi en plaquettes et acide hyaluronique. Merci. Où est-ce qu'on... Ah oui, c'est bon. C'est bon. Merci, Président, et d'avoir voulu inscrire. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je vais essayer d'être bref. Donc, la Peyronie est de retour là où il était. Vous voyez une gravure de l'époque qui montrait la déformation qu'il a décrite. Simplement pour signaler à l'Académie que cette maladie ne porte pas bien son nom, puisque quand on regarde la littérature, les Américains l'appellent Peyronie's disease. Et donc je voudrais que l'Académie puisse faire un statement, comme disent les anglo-saxons, pour expliquer qu'il faut lui redonner son nom, et c'est la maladie de la Peyronie en un seul mot. Vous avez ici sa signature. Tout ça pour dire que c'est une affection donc de l'albuginée des corps caverneux, et comme vous pouvez le voir ici, cette albuginée entoure les deux corps caverneux et a deux structures. Une structure longitudinale qui est externe et une structure circulaire qui fait l'architecture du corps caverneux elle-même. À droite, je vous ai mis l'épaisseur habituelle de l'albuginée dorsale quand elle est mesurée par ces échographies sur la verge flaccide en haut et sur la verge en érection. Pourquoi ? Eh bien, pour que vous compreniez que l'extension sur ces deux structures fait que l'allongement se fait et que cet allongement est rigide puisque l'albuginée est rigide. Qu'est-ce que c'est que la maladie de la Peyronie et quelle est sa genèse éventuelle ? Actuellement, les idées là-dessus se sont à peu près faites. Il y a beaucoup de recherches, et animales, et sur des pièces chirurgicales. Il est probable, la théorie actuelle, c'est que ce sont des microtraumatismes qui provoquent une extravasation et une réponse inflammatoire, puis une fibrose et la formation de ces fameuses plaques qui vont déformer le pénis. Quels sont les mécanismes biochimiques qui sont en cause ? On pense que ces microtraumatismes et même les allongements permanents que subit le pénis au cours de notre vie, non seulement à titre fonctionnel, mais à titre d'oxygénation, c'est l'érection nocturne, eh bien font des structures d'extension qui vont entraîner du stress oxydatif et entraîner ces fameuses dépositions de fibrine, puis la stimulation de facteurs TGF-bêta 1 qui vont transformer les fibroblastes en myofibroblastes et entraîner des dépôts de collagène anormaux et finalement la formation des plaques. Alors, ces plaques sont localisées à des endroits bien définis. En haut, vous voyez les plaques de l'albuginée malade qui vont se former sur l'albuginée dorsale, et c'est l'échographie qui est au-dessus. J'ai une lampe, là. Voilà. Et vous voyez ici une albuginée qui est extrêmement distendue, qui correspondrait éventuellement à cette plaque, et qui est épaissie, et qui est déjà un petit peu fibreuse. Et puis, il peut y avoir des plaques inférieures ou des plaques à l'intérieur même du pénis. C'est classique, vous connaissez, la déformation qui est entraînée et qui est le plus souvent distale, proximale ou en tout cas dorsale. Donc, on revient à cette image de ce schéma de l'architecture pour vous montrer que, effectivement, il ne faut pas considérer uniquement les plaques dorsales ou ventrales. Et ici, vous avez une très belle vue du septum distal qui sépare les deux corps caverneux avec des nodules fibreux importants
Et ça va vous expliquer pourquoi on utilise l'échographie pour ce nouveau traitement. Donc je vous rappelle, et on me demandait, je crois que c'est le président Jacques qui me demandait si c'était vraiment très fréquent. Oui, c'est fréquent, puisque pratiquement, on considère aujourd'hui que 10% des hommes avec une prévalence vers l'âge de la cinquantaine sont porteurs d'une maladie de la péronie. Le fait qu'elle soit méconnue, c'est que même chez nos amis urologues, le pénis est rarement et beaucoup plus rarement exploré et examiné cliniquement que le toucher rectal. Ils préfèrent chercher la prostate que la maladie de la péronie. Et en fait, dans des études qui ont été faites épidémiologiques, on s'est rendu compte qu'elle est beaucoup plus fréquente et qu'il y a des épaississements importants avant même que les déformations existent. Bon, je ne vais pas vous décrire tout ça, simplement pour vous dire que la maladie évolue en 2 stades, ce qui est important, un stade inflammatoire avec douleur, et puis apparaissent, quand la plaque s'est formée, les fameuses déformations. Aujourd'hui, donc, on est sans traitement pour cette maladie. L'expérience, c'est qu'il y a une multitude de traitements dont aucun n'a fait sa preuve. Ces traitements peuvent être chimiques, soit transmis par voie orale, soit par voie locale. On a utilisé les ultrasons, la traction, et toutes ces thérapeutiques prouvent qu'on n'a pas encore trouvé la bonne, et peut-être qu'on attend trop avant de traiter les malades. Donc, quand la déformation est devenue trop importante et la gêne est trop importante, eh bien, on est obligé d'opérer ces patients. Et puis, il est difficile de se faire une idée sur les traitements eux-mêmes, car il y a un génie évolutif de l'affection aussi, qui fait que dans 20 ou 30% des cas, on peut voir les plaques disparaître spontanément. Ce qui ne rend pas facile les études, bien sûr, sur la qualité des traitements. Donc, actuellement, les recommandations de nos sociétés savantes, c'est de ne pas intervenir avant 1 an sur le plan chirurgical et même de laisser l'évolution se faire au moins pendant 6 mois, le temps que la période inflammatoire soit terminée. Ça me paraît particulièrement peu judicieux parce qu'il faudrait traiter avant justement que les plaques soient formées. Donc, quelles seraient les ambitions? Tiens. Merci. Quelle est l'ambition du traitement que je vous propose ici et que j'ai un peu imaginé à l'instar de ce qui se fait dans d'autres domaines? C'est d'utiliser la thérapie cellulaire autologue. Vous connaissez cette méthode sans doute qui a été beaucoup utilisée en particulier en chirurgie esthétique, mais aussi en chirurgie réparatrice pour la peau, pour les muscles et également dans les tendons et en particulier dans les tendons rotuliens et dans le tendon d'Achille. C'est une thérapie qui est utilisée en médecine sportive particulièrement. Elle permet d'utiliser ce traitement tôt dans l'évolution et elle est en phase avec les mécanismes biochimiques. Alors en quoi ça consiste? Le PRP, qu'est-ce que c'est? C'est les initiales de plasma rich platelets. Comment l'obtient-on? Eh bien, on prend le sang du malade, quelques centilitres dans un tube spécial, on le centrifuge et on recueille le sérum. Et suivant ce sérum est connu pour avoir une haute concentration en plaquettes, en leucocytes, en facteurs de croissance, en cellules endothéliales riches, donc en facteurs de croissance. Et donc il peut être injecté immédiatement, sans autre forme de procès et sans aucun traitement du sérum lui-même. Suivant les nécessités, suivant la centrifugation ou l'adjonction de chlorure de calcium, il peut être utilisé en liquide, en gel ou en tissu également, comme un patch. Et donc nous l'avons utilisé ici pour la maladie de la péronie dans sa forme médicale, en liquide. Pourquoi y ajouter de l'acide hyaluronique? Eh bien, l'acide hyaluronique va jouer comme un support, comme ce que je vous ai écrit là au-dessus, comme un support biochimique
permettant une optimisation de la libération des facteurs de croissance. Et il y a des études qui ont été faites sur l'animal qui montrent quand on associe ce PRP avec l'acide hyaluronique, eh bien il va durer à peu près une quinzaine de jours au lieu où on l'a injecté. Donc, comment ça se fait, l'application dans la maladie de la Peyronie? Eh bien, très simplement, sous échographie, on a repéré les plaques de façon à les marquer sur la peau. On fait une anesthésie locale, tronculaire. Le patient ne souffre absolument pas, donc c'est une office traitement, on n'a pas besoin d'aller en salle d'op, et on utilise des aiguilles plus ou moins fines suivant l'épaisseur de la plaque. Donc sous échographie, qu'est-ce qu'on va faire? On va ponctionner la plaque, et guidé par l'échographie, on va savoir qu'on est exactement dans la bonne zone. Ici, on a l'albuginé qui est entre les deux petits liserés qui sont ici. Vous avez le corps caverneux en dessous, la cloison intermédiaire. Et au moment où on sait qu'on est bien placé, on va pousser la seringue, comme c'est montré ici, et vous voyez l'image échographique du PRP qui est injecté à l'intérieur de l'albuginé. Ici, une plaque dorsale particulièrement dense. On va utiliser une aiguille beaucoup plus épaisse, 16F, et là, sous le contrôle des doigts, on peut pratiquement ponctionner très facilement la plaque, et en même temps avant d'injecter le produit, on va dilacérer la plaque à plusieurs endroits pour lui faire la place et faire la place au produit. Ici, et c'est pour vous montrer l'intérêt et l'utilité de l'échographie, c'est un traitement qui se fait à 4 mains, et Hélène, qui travaille avec moi, est ici présente et particulièrement experte en échographie et me permet de guider parfaitement l'aiguille, vous voyez ici, donc de gauche à droite, le repérage, et puis l'injection dans une plaque latérale, ce qui n'est pas du tout facile à atteindre sans contrôle échographique. On peut de la même façon injecter à l'intérieur du septum. Donc quel est le protocole? Une séance tous les 15 jours pendant 2 mois. Les critères de contrôle que je vous indique doivent être extrêmement précis. La modification des signes cliniques, autophotographie faite par le patient, mesures échographiques des plaques, que l'on mesure la densité également pour voir si elles s'amenuisent, et puis mesure des complications, amélioration. L'amélioration débute en général après 2 séances. Vous voyez ici un cas d'un homme d'une 50aine d'années dont la verge était complètement plaquée par une plaque dorsale contre son ventre, et il ne pouvait l'en défaire, donc impossibilité d'activité sexuelle. Ici, l'image après 3 séances de traitement où on obtient, donc vous voyez que l'érection se produit toujours et qu'on n'a pas abîmé les érections, et il a là un organe capable de marcher correctement pour sa fonction génésique. Quelle a été cette série? C'est une courte série de patients. C'est un problème, et ce sont des résultats préliminaires que je vous montre. Donc l'âge moyen correspond à l'âge moyen où on découvre la maladie, vers la 50aine. L'étiologie de ces plaques, elle est inconnue dans la plupart des cas. Elle est secondaire dans notre série, parce que vous n'ignorez pas que je fais beaucoup d'injections intracaverneuses, et qu'on a remarqué qu'il pouvait y avoir une facilitation de cette maladie par la répétition des injections. Et donc il y avait 4 patients dans ce cas-là, dont 3 après prostatectomie radicale, après traitement de l'impuissance après prostatectomie radicale, et dans 3 cas, le traumatisme a été évoqué. L'activité sexuelle, vous la voyez, elle est impossible ou diminuée, ou encore normale. L'indice qui est marqué là, qui a un nom barbare, IFF5, constitue à mesurer les qualités des érections. Quand il est supérieur à 20, il est normal, et inférieur, il est plus bas ou plus ou moins atteint. Les courbures de maladie de la Peyronie donc, sont notées ici, et 8 malades avaient une courbure très importante. La localisation est habituelle, dorsale. La nature des plaques,
calcifiés, ce sont nos deux mauvais résultats. Je pense que si on pratique ces traitements trop tard, eh bien, ils ne sont pas efficaces. Et dans les autres cas, c'était de la fibrose plutôt que de la calcification. Donc, le suivi, le recul moyen de cette première série de 9 mois, avec une moyenne où 6 patients ont plus de 6 mois d'évolution. On a eu un seul hématome sévère. 10 des 13 patients sont améliorés, avec une angulation qui a pratiquement disparu pour la plupart. Un est aggravé et on note une diminution échographique des plaques dans tous ces cas. Et la fonction érectile est améliorée et maintenue. Un autre exemple donc d'une plaque dorsale importante, et voici le résultat après 4 séances et 1 mois de délai, et le résultat s'est maintenu. Donc, un traitement qui est prometteur pour la maladie de la Peyronie, point d'interrogation. Vous savez qu'on s'est réjoui très tôt et très souvent des différents traitements qui ont été proposés, donc je suis très modeste. Ils sont encourageants. Il me paraît être intéressant parce qu'il a une fonction biochimique, que ça peut être épaissé et qu'il est curatif à un stade précoce de la maladie. C'est ce que l'on espère. Donc on a été encouragé à provoquer une étude et avec l'aide du laboratoire qui nous fournit ces produits, eh bien on a monté une étude multicentrique internationale qui sera conduite très rapidement avec 5 centres français intéressés, avec le concours de la Société française d'urologie. C'est le futur sans doute, c'est l'initiation du futur, car il y a des travaux très importants qui se font sur l'animal. Et en particulier, je voulais signaler celui-ci qui constitue à fabriquer de la libuginée par tissu engineering. C'est un travail français fait par un jeune chercheur qui s'appelle Ludovic Ferretti et que j'ai encouragé à présenter ses travaux au prochain congrès de chirurgie que nous sponsorisons. Voilà, je vous remercie. Merci Ronald. Daniel Chevalier devait faire les commentaires, il s'excuse de ne pas pouvoir être là, et c'est Bernard Lobel qui va discuter cette présentation. Merci Ronald. Alors oui, effectivement, je souhaite que notre ami Daniel Chevalier puisse récupérer rapidement. Je crois que c'est vraiment involontaire qu'il n'ait pu être présent aujourd'hui. Je regrette aussi que Christian Châtelain ne soit pas là parce qu'il s'était intéressé beaucoup à cette maladie. Alors cette maladie qui a été décrite par notre noble ancêtre ici, François de la Peyronie sous Louis XV, eh bien c'est une maladie très, très particulière. Alors qu'est-ce qu'on sait? D'abord, première chose, on sait que c'est fréquent. Et quand on est tous ici dans la salle nombreux, eh bien, on est au moins 4 ou 5 à avoir ces problèmes et voilà. La deuxième chose que l'on sait, c'est que elle a 3 conséquences. D'abord, ça donne une incurvation. Deuxièmement, en érection, ça donne des douleurs. Et troisièmement, à la fin de tout ça, ça détériore considérablement la qualité de l'érection. Et ça peut aboutir à une certaine impuissance. Alors, c'est en fonction de ces termes qu'on a pu établir les traitements, mais ce qu'on aurait voulu, c'est quand même éviter d'avoir à aboutir à la chirurgie, et alors il a été essayé beaucoup de choses par la bouche, et c'est essentiellement la vitamine D, c'est aussi le potoba qui est très, très utilisé en Allemagne, mais tout ça ne fonctionne pas, ou très peu. On a essayer toutes les injections dans la plaque. Et à ce propos, j'aurais juste une question à ton sujet, parce que, comme tout le monde, j'ai eu à traiter ces patients, et quand tu veux injecter dans cette plaque qui est très calcifiée, je trouve que c'est très difficile, c'est plutôt autour de la plaque qu'on injecte que dedans, parce que quoi que tu fasses, et même avec des seringues très puissantes, c'est très difficile de les pénétrer. Mais alors, cette maladie, en dehors des difficultés thérapeutiques, c'est une maladie qui est très mystérieuse parce qu'on ne sait pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au microtraumatisme et en particulier aux coups de dents répétés
Est-ce que c'est une maladie auto-immune, comme on le pense volontiers, ou est-ce que c'est finalement une maladie familiale? Parce qu'on disait aussi que c'était, tu sais, associé à la maladie du Dupuytren et à la maladie de l'édérose plantaire. Alors je dois dire que dans mon expérience personnelle, c'était pas fréquent de retrouver ou le Dupuytren ou le l'édérose, mais ça existe et c'est donné. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans notre présentation aujourd'hui? C'est que Ronald, après tant d'autres traitements essayés, essaye quelque chose de nouveau, mais qui, sur le principe, est peut-être intéressant, c'est d'essayer de régénérer des tissus qui étaient en voie de modification. Donc, est-ce qu'on peut retrouver ce retour à quelque chose de normal pour éviter cette incurvation et éventuellement la douleur? Ça, c'est la question. Ce que je voudrais te poser comme question maintenant, c'est dans combien de temps on aura une assurance que cela peut marcher? Combien il te faut de patients? Parce que, bien sûr, dans ma carrière, j'en ai vu beaucoup de propositions et assez peu ont perduré. Merci Bernard. J'ai volontairement, c'était tard, j'ai volontairement été assez rapide. Alors simplement, je vais répondre aux deux questions de Bernard. La première, est-ce que la plaque est dure? Oui, elle est dure. On a grâce à l'échographie quand même, amélioré beaucoup la cible, la teinte de la cible, et avec les aiguilles 16 pour la plaque fibreuse épaisse, puis les aiguilles plus fines, on a la conviction, et vous en avez vu deux images superbes, et l'amélioration aussi de la qualité de nos échographes. Je crois qu'on doit pouvoir traiter la plaque elle-même, et même si ça va autour, ben tant mieux, parce que comme c'est un traitement à volontiers régénérateur, eh bien on va observer. Alors deuxième question, quand est-ce qu'on aura la réponse et la confirmation? Ben, cette étude que j'espère pour la France, Daniel Chevalier sera rétabli pour la mener, puisque c'est lui qui en est comment dirais-je, l'organisateur pour nos centres français, et moi pour les centres, le mien et les centres étrangers. Et je pense que nous allons réunir en 6 mois, il est prévu de réunir en 6 mois une centaine de patients, une quinzaine par centre, et donc donner un résultat 6 mois plus tard, premier résultat, et puis je pense à un échelon d'1 an. Hein. Mais entre-temps, les gens travaillent, et je pense qu'on devrait pouvoir améliorer encore le produit qu'on va injecter. Pour le moment, on utilise une faille du système qui nous permet de ne demander aucune autorisation, puisque c'est le sang, le propre sang du patient, que le patient ne quitte jamais des yeux le tube, donc il est certain qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien bricolé à l'intérieur, puisque on a uniquement fait la centrifugation. Pour le reste, c'est pour ça qu'on gagne beaucoup de temps à faire cette expérimentation, car pour le reste, si on doit cultiver les cellules et remettre ça après 8 jours de culture, etc., on va partir dans des autorisations qu'il est extrêmement difficile à avoir. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions autrement dans la salle encore? Oui, vas-y. Qu'est-ce qui marche dans cette histoire? Est-ce que c'est le produit ou est-ce que c'est les coups d'aiguille qu'on donne dans la plaque? Moi, j'aurais tendance à vous dire, par instinct, que ce sont les deux. Hein, ce sont les deux. Il va être intéressant de voir, parce qu'on va sélectionner des patients où on n'aura fait que des injections sans dilacération, des injections avec dilacération. Par comparaison, pour vous répondre, il y a un traitement qui vient d'obtenir une autorisation FDA aux États-Unis qui utilise la collagénase. Alors la collagénase, c'est connu depuis très longtemps, c'est dérivé du Clostridium histolyticum, et là, on a vraiment l'impression, parce qu'ils ont fait 2 séries, ils ont fait une série où ils ont injecté uniquement le produit, une autre série où ils ont été beaucoup plus sauvages que nous, sous anesthésie dans ces cas-là,
ils injectent le produit, mais après, ils cassent la plaque, comme on le fait quand on met un implant à l'intérieur d'une verge pour une impuissance, mais qui a une maladie de la péronie et que ça reste courbé, mais on a une manœuvre qui permet de faire ça. Ils font cette manœuvre, et manifestement, là, c'est la manœuvre de casser la plaque qui... Mais moi, mon ambition dans ce traitement qui est préliminaire, c'est de traiter les malades avant qu'ils aient la plaque ou les calcifications. Oui. Merci beaucoup. Un peu dans le même esprit que la question précédente, et pour la compléter un petit peu, ce que vous avez dit sur la dilacération au moment de l'injection m'a rappelé les traitements qu'avait développé l'Hermusio pour les Dupuytren dans un autre territoire, donc avec quand même des particularités, des différences assez sensibles. Et je m'étais demandé si, effectivement, en complément de la dilacération, quel était le rôle du liquide que vous injectez? Je crois que vous y avez répondu, mais j'ai du mal à imaginer que le liquide puisse avoir une action très importante sur les dépôts de calcium lui-même. Et je n'ai pas compris dans votre présentation, peut-être que je n'ai pas été assez attentif, et je vous prie de m'en excuser si c'est le cas, s'il y avait une différence si le traitement était plus efficace ou non, ou était efficace sur les dépôts calciques, sur les plaques déjà calcifiées, ou si c'était peut-être trop tôt pour en parler. Non, c'est pas trop tôt, puisque les deux échecs que nous avons sont des plaques calcifiées, et je pense qu'il faut, d'ailleurs dans le protocole qu'on va développer, c'est éviter ces plaques calcifiées, parce que effectivement là, on est au terme. Vous savez qu'il y a eu jusque des maladies de la péronie avec ossification. Moi, j'en ai opéré où on a trouvé de l'os. Hein. Donc, je pense que c'est trop tardif. L'ambition est de faire exactement comme ce qui est fait en médecine sportive dans les tendons, ou en médecine vétérinaire aussi, c'est de provoquer une régénération dans des tissus qui en ont besoin. C'est ça le but. Alors, en ce qui concerne la dilacération, Albert Le Riche à Lyon, qui malheureusement est disparu l'année dernière, a longtemps, alors il utilisait un petit outil qu'il insérait dans la plaque dorsale et il dilacérait la plaque. C'est pas suffisant parce qu'en même temps vous créez un hématome important. On sait qu'il faut être... Le contrôle est d'être dans des zones non... vous êtes tout près de la veine dorsale profonde et le seul hématome qu'on ait eu, c'est avant l'utilisation de l'échographie. Vous risquez de créer un hématome qui, lui, va créer de la fibrose, immanquablement. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions? Merci beaucoup. Et puis merci à tous d'avoir survécu à cette longue après-midi riche en événements.